Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. L'épisode que vous allez écouter est un épisode qui a été enregistré en live, en direct, lors de la journée technique Grande Culture et Herbage qui s'est déroulée le 14 juin à Grange-Vernay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Pod Conseil enregistré en live à Grange-Vernay. C'est une première pour Pod Conseil et quoi de mieux pour commencer que d'aborder les nouveaux enjeux en matière de protection des plantes. En effet, vous êtes certainement au courant, mais dès janvier 2023, il faudra veiller à mettre en place des nouvelles contraintes en matière d'application des produits phytosanitaires. Et pour en parler, je serai accompagné par André Zimmermann de la station de protection des plantes. André, bonjour. Bonjour tout le monde. Et de Laurent Niffneger, collaborateur à l'Office fédéral de l'agriculture. Laurent, salut. Bonjour à tous. Mais avant d'aborder ces nouvelles mesures, il nous semble important de comprendre d'où viennent ces nouvelles contraintes en matière d'application, quelles en sont les origines, et je vais d'abord me tourner vers André Zimmermann car une partie de ces nouvelles mesures concerne les enjeux liés à la qualité des eaux et son suivi. André, est-ce que tu pourrais nous parler de ces suivis, depuis quand les fait-on et dans quel but ? Donc effectivement, très rapidement, ça fait bien des années que les analyses de cours d'eau sont faites, les analyses de l'eau souterraine aussi, donc ça c'est rien de nouveau. Ce qui est peut-être particulier, c'est que à partir de 2021, on a un système qui a été mis en place au niveau suisse, mais le canton de Vaud y participe avec 10 cours d'eau, avec des analyses qui sont des échantillons sont prises dans une petite bouteille régulièrement dans la journée et le contenu de ces bouteilles est analysé tous les 15 jours. Ce qui veut dire on a de ce fait une traçabilité totale de ce qui passe dans un cours d'eau. Et ça, c'est nouveau. Ça donne une base qui permet réellement de comparer l'évolution de la qualité de l'eau d'un cours d'eau d'une année à l'autre. Alors, le tout était déjà en place en 2019, à partir de juin 2019, mais bon, il manquait le printemps. Ensuite, 2021, la coupure Covid oblige rien entre mars et juin, donc de nouveau pas de possibilité de tirer des conclusions. Mais effectivement, les analyses de 2021 permettront clairement d'avoir une base. Là, c'est la première base solide qu'on a pour évaluer les produits et savoir en fait quels sont le contenu des eaux qui circulent dans les cours d'eau. Donc en gros, ça fait depuis 2021 qu'on a une base de données assez solide pour faire ces suivis. Oui, et donc à la suite, donc 2022-2023, ça permettra de comparer l'évolution. Maintenant, la problématique qui se rajoute à ça, c'est que cette évolution est potentiellement faussée parce que les techniques d'analyse s'améliorent de plus en plus. Donc, on ne met en évidence que ce que l'on cherche. On trouve que ce qu'on cherche. Donc, en fait, comme on cherche de plus en plus diversifié, ça veut dire malheureusement, pour l'agriculture, on va trouver de plus en plus. C'est pas parce qu'il y a plus de choses dans le cours d'eau, mais bien parce qu'on met en évidence beaucoup plus de choses. Et ce sera un défi dans la communication par rapport à la présence de substances actives dans les cours d'eau. Et d'ailleurs, en préparant cet épisode, André, tu nous as expliqué que, en fait, il y avait une différence entre l'analyse et l'évaluation. Oui, j'insiste toujours là-dessus parce que dans l'agriculture, on se sent toujours montré du doigt. Parce qu'on ne parle pratiquement dans les médias que des produits agricoles. À ça, il y a une origine très simple qu'il faut comprendre, c'est que les produits agricoles, on parle d'herbicides, de fongicides, donc on fait des cides, donc des produits qui tuent. Et le législateur a décidé que ces produits-là devaient avoir soit une limite légale de 0,1 microgramme par litre pour tous les produits, soit une valeur individuelle propre à chaque substance. Et donc, ces valeurs individuelles sont de plus en plus calculées et connues, donc intégrées à l'ordonnance sur la protection des eaux. Donc, ce qui veut dire, en bref, les produits qu'on appelle les pesticides, donc qui incluent les biocides et les produits phytosanitaires, sont évalués molécule par molécule. Et quand il y a un dépassement, effectivement, on va communiquer que réellement il y a un dépassement légal, tandis que les autres substances, que ce soit les médicaments, les produits industriels, n'ont généralement pas du tout de valeur ou une valeur qui avoisine les 10 microgrammes par litre. Ce qui veut dire, concrètement, on n'a que des valeurs dépassant pour les produits agricoles et pas pour les autres substances. Et c'est pour ça que on ne parle continuellement dans les
pollution d'eau, on ne parle continuellement que de produits phytosanitaires. Donc du coup, en fait, il y a bien cette différence entre la quantité qu'on va retrouver et derrière, est-ce qu'on va l'évaluer ou pas? On va en profiter directement pour faire un point de ce qu'on a retrouvé dans les eaux. Est-ce que tu pourrais nous détailler deux, trois informations là-dessus? Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les eaux du canton? Voilà, donc dans les 10 cours d'eau du canton, qui ont été analysés en 2021, dont on connaît le détail de tout ce qui a passé dans ce cours d'eau, depuis le début de la saison jusqu'au mois de novembre. Dans tous ces cours d'eau, on a retrouvé des substances avec des dépassements. Donc, il n'y a pas un cours d'eau qui ne voit pas de dépassement. Ça peut paraître un peu problématique, mais d'un côté, il faut bien voir que certains dépassements, c'est des dépassements de cette valeur de 0,1 qui n'est pas un dépassement qui potentiellement provoque une perte de diversité biologique dans le cours d'eau. Donc, c'est qu'une valeur, si on veut, administrative. Et d'autres dépassements sont dus réellement à des dépassements en fait, d'une valeur qui a été calculée par les AVAC, donc les PFZ, par rapport à ces molécules. Ces dépassements, le nombre de dépassements, vous pouvez le voir sur le poste 19, où on a un peu plus de détails, mais sont variables selon les cours d'eau. C'est surtout, en fait, quelle est la part d'eau qui provient, en fait, de parcelles agricoles et de drainage. Plus cette part est élevée, plus on peut voir dans les cours d'eau, plus la concentration de produits est élevée. Ou autrement dit, un cours d'eau comme la Thielle, qui peut-être passe dans une région quand même très intensive, de la plaine de l'Orbe, n'a pas forcément des teneurs en substances actives très élevées parce que il y a une grande partie de son eau qui provient de l'arc jurassien. Donc en fait, une eau relativement propre et ça permet de diluer. D'autres cours d'eau, comme certains cours d'eau, l'eau noire proche de Rolle, qui passe dans un bassin versant relativement intensif en grande culture spéciale, donc arborie, viticulture. En fait, ce cours d'eau, il est principalement alimenté de drainage. Donc, on a des concentrations qui sont relativement importantes. Et si on en vient aux substances, c'est pas une grande surprise. La substance qui se retrouve le plus fréquemment dans un dépassement, c'est le glyphosate. Mais suivi après par d'autres. Donc, je répète juste, le glyphosate, quand il se trouve en concentration élevée, c'est pas forcément une origine purement agricole. Le glyphosate est largement aussi utilisé par les autres domaines. Oui. Voilà, l'industrie, le grand public également. Donc, tout n'est pas dû à l'agriculture. Par contre, on a certaines substances comme le nicosulfuron, donc herbicide maïs, ou bien la bentazone, Basagra, entre autres, utilisé dans la lutte contre les adventices dans les pois, ou le thiaclopride, donc en 2021, le Biscaya ou l'Alanto en arboriculture était encore homologué, donc qui montre un certain nombre de dépassements. Et c'est ces données-là qui ont été également utilisées pour évaluer le risque de retrouver certaines substances dans l'eau et donc qui font l'objet de mesures particulières, on y reviendra tout à l'heure, dans la politique agricole qui se met en place au 1er janvier 2023. Donc, fondamentalement, on a certaines substances comme le nicosulfuron, la bentazone, qui ont des dépassements de cette tolérance légale liée à la molécule, tandis que le glyphosate, on a 50 dépassements, par exemple, dans tous les cours d'eau du canton de Vaud, de cette valeur de 0,1, parce que la valeur individuelle du glyphosate est de 360 microgrammes par litre. Mais là, de nouveau, on voit que ces valeurs ont été fixées que même dans un débat politique. Quand elle a été communiquée, cette valeur de 360, il y a eu une grande levée de boucliers de différents milieux. Je n'ai pas besoin de préciser lesquels. Et ça fait que la valeur de 360 n'a pas été intégrée à l'ordonnance sur la protection de l'eau. Donc, le glyphosate continue à être apprécié avec la valeur basique de 0,1 microgramme par litre. D'accord. Pour bien comprendre, de ces analyses sur la qualité de l'eau, de ces enjeux, ces dépassements, on va induire certaines mesures. Et notamment, il y a quelque chose d'assez concret. Déjà, on va dire la première contrainte, c'est le retrait de certains produits. Parce que de ces analyses aussi vont être fondés des critères d'homologation, puisque tous les produits ont une autorisation de mise sur le marché et donc une homologation. Est-ce que, André, tu pourrais nous expliquer un peu quels sont les critères d'homologation, comment ça fonctionne globalement? Ouais, alors je ne peux pas aller dans le détail de l'homologation. Non, pas forcément dans le détail. C'est très complexe, mais en fait, dans l'homologation, elle est basée moins sur les chiffres réels
On y reviendra tout à l'heure. Il y a quand même une démarche qui va dans ce sens-là, mais pas dans les résultats d'analyse du produit. Mais en fait, dans l'homologation, on prend de la modélisation. On part du principe que le produit appliqué au champ et en fait, on regarde l'effet sur les organismes cibles, de sens en herbicide, sur les adventices en insecticides, sur les insectes cibles, et l'effet collatéral non voulu par rapport à l'humain, premièrement déjà l'utilisateur, mais ça peut être aussi les personnes qui sont à proximité en fait de l'application de produits. Ça, c'est le côté humain. Il y a le côté environnemental qui est pris en compte. Donc, en fait, on regarde son effet sur l'eau souterraine, sur l'eau de surface, sur les insectes non cibles. Donc, on parle de biotopes. Et puis, également, sur les abeilles, les autres insectes. Donc, tout ça est pris en compte d'une manière modélisée et on essaye de faire, si on veut, passer le produit selon les contraintes légales. Il y a des contraintes légales pour chaque critère qui sont définis. Et si le produit dépasse pour un élément ou un autre, l'instance d'homologation peut prendre des mesures de réduction du risque. Ces mesures de réduction des risques vous sont bien connues, c'est des distances minimales par rapport au cours d'eau, c'est des interdictions d'utiliser en S2, c'est des interdictions d'utiliser en zone karstique, c'est des mesures de réduction du ruissellement, ainsi de suite. Dans le sens, c'est également des quantités maximales, voire aussi la dose homologuée. Tous ces éléments-là sont pris en compte de telle manière à ce que le produit qui est posé sur la table puisse correspondre aux exigences légales. Et si on n'arrive pas à le faire correspondre aux exigences légales, dans une réévaluation de produit, donc tous les 10 ans, de toute manière, toutes les substances sont réévaluées, en fait, le produit, il doit être retiré parce que légalement, il ne correspond pas à ce qu'on en peut utiliser en Suisse. Donc, ça, c'est les contraintes d'homologation et dans le sens, l'instance d'homologation ne peut pas déroger à ces exigences. Maintenant, je précise encore une chose. Là, j'ai esquissé un peu ce qui se passe. En réalité, ces contraintes, elles sont communes à la Suisse, mais aussi à l'Europe. Donc, la Suisse reprend telles quelles les contraintes d'homologation européenne. Donc, les réévaluations et les homologations de produits, en réalité, sont faites en Europe. Et si on veut, c'est Bruxelles qui décide de quel produit on utilise en Suisse. La Suisse a une certaine marge de manœuvre, mais qui reste très faible, puisque les différents vendeurs de produits, ou bien les personnes, ou bien les firmes qui homologuent les produits, ne vont pas homologuer un produit uniquement pour la petite Suisse. Donc, le marché suisse n'est jamais suffisant pour lancer une procédure d'homologation. Donc, la Suisse suit de très près toutes les décisions européennes par rapport à l'homologation ou le retrait de substances actives. Et avant de parler du coup des nouvelles mesures qui vont entrer en jeu, j'aimerais faire un point parce que vous l'avez bien compris, l'idée c'est que cette homologation elle repose sur l'application des produits au champ et non au moment du remplissage. Et André, tu voulais rajouter un petit truc là-dessus sur justement ce qui peut se passer au moment du remplissage et ce qui pourrait être aussi retrouvé dans les eaux. Voilà, si je reviens, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis bien des années, mais si je reviens à la notion d'analyse dans les cours d'eau, il y a un couplage qui est à l'heure actuelle en discussion, en consultation, entre les analyses des cours d'eau et l'homologation des produits. Autrement dit, en consultation, à l'heure actuelle, l'ordonnance sur la protection de l'eau propose sur exigence du Conseil national, il ne faut pas oublier qu'on a eu tous les débats parlementaires avant la votation du 13 juin, propose que les produits qui auraient plus de 5% de dépassement dans les analyses des cours d'eau et dans 3 cantons sur 5 cours d'eau, 2 années sur 5, que l'instance d'homologation doive réévaluer le produit. Et si on prend le cas de figure, je vous ai cité tout à l'heure du nicosulfuron, où on a passamment de dépassement, pas gravissime, mais on a plus de 8% des analyses de nicosulfuron qui ont vu un dépassement dans le canton. Ce qui veut dire que selon cette nouvelle procédure qui est en consultation, le nicosulfuron, si c'est 8%, donc c'est pour le canton de Vaud, mais si c'est la même image au niveau suisse, il devrait être réévalué.
Le problème que l'on voit, c'est que le nicosulfuron, à partir du 1er janvier 2023, va être retiré. Il va être remplacé dans la pratique par son petit frère ou cousin, j'en sais rien, mais le foraminsulfuron. Le foraminsulfuron dans le canton de Vaud représentait déjà environ 3% de dépassement. Si on remplace le nicosulfuron par le foraminsulfuron, on va dépasser les 5% de dépassement de la norme légale pour le foraminsulfuron, et l'instance d'homologation va être obligée de prendre des mesures, voire de retirer le foraminsulfuron. Et dans cette procédure qui est proposée à l'heure actuelle, il n'y a pas de clause de sécurité alimentaire ou de résistance ou quoi que ce soit. L'instance d'homologation ensuite est obligée de prendre des mesures. Ce qui veut dire, c'est que si une partie de ces dépassements sont pas provoqués par des pollutions qui se passent au champ, mais que une partie de ces dépassements sont provoqués par des pollutions ponctuelles lors du remplissage et du lavage, ou bien par des grilles qui se trouvent dans le champ et qui ne sont pas couvertes, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut au champ. Ça changera rien. On éliminera, c'est sur ce en tout cas, cette partie-là des fuites, voilà. Il n'y aura pas de changement. Et donc, absolument indispensable, c'est que si on veut garder les substances, en premier lieu, premier pas à faire, c'est absolument éviter que lors du remplissage, lavage du pulvé, il y ait des transferts dans les eaux de surface. Parce que c'est là finalement où il y a pas mal d'enjeux. Maintenant, je vais me tourner vers Laurent parce qu'on va aborder ces fameuses mesures. Alors, est-ce qu'avant d'aborder ces mesures, on peut détailler un peu le contexte? Dans quel contexte naissent ces mesures? Oui, volontiers. Merci de me donner la possibilité d'expliquer brièvement ces mesures et puis justement le contexte dans lequel ces mesures ont été mises en place. Donc j'aimerais remonter à la fin de l'hiver de l'année passée. C'est à ce moment-là qu'au Palais fédéral, les parlementaires ont décidé de suspendre la PA 22+. Mais en même temps, quand ils ont décidé de suspendre PA 22+, ils ont tout de même sorti les mesures de ce paquet qui avait un objectif de réduire les excédents de fumure et puis les risques phytosanitaires. Donc on a eu affaire à ce qu'on appelle une initiative parlementaire. Donc c'est les parlementaires qui ont pris l'initiative de dire que à court terme, il fallait agir au niveau des réductions de tout ce qui était des excédents de fumure et de phytosanitaires. Il faut dire que justement nous étions avant la date du 13 juin à laquelle le peuple était appelé à voter sur ces initiatives phytosanitaires. Donc c'est une forme de contre-projet informel, comme on l'appelle, qui était proposée. Et puis l'OFAG a travaillé à la concrétisation de ces mesures en vue d'atteindre ces objectifs, parce que les objectifs du Parlement ont été fixés dans la loi sur l'agriculture. Donc dans la loi sur l'agriculture, on a un alinéa qui dit qu'il faut désormais réduire les excédents d'azote et de phosphore. Et puis on a un alinéa qui dit qu'il faut réduire de 50% les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc 50% de réduction d'ici 2027 par rapport aux années 2012-2015 qui sont la référence. Et puis comme je l'ai dit, l'OFAG a préparé des mesures de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et puis ces mesures ont été mises en consultation le printemps passé, donc déjà avant le 13 juin. C'était pour montrer la volonté du gouvernement d'aller aussi dans le sens justement souhaité par les initiatives en proposant cette forme de contre-projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau des prestations écologiques requises? Ça, c'est justement des mesures qui touchent tous les exploitants agricoles pour bénéficier des paiements directs. Et puis en parallèle, on a des nouvelles mesures qui sont proposées, qu'on appelle des contributions au système de production, où la participation est volontaire. Je reviendrai plus tard sur ces mesures. Tout d'abord, donc, les prestations écologiques requises. Dès 2024, le bilan de fumure devra être calculé en abandonnant la marge de tolérance de 10%. C'est-à-dire que le bilan de fumure doit se terminer à 100%.
Ça, c'est à partir de janvier 2024, c'est ça? C'est le bilan de fumure qui sera calculé pour l'année 2024. D'accord. Et qui sera contrôlé au début de l'année 2025. D'accord. Parce que c'est toujours l'année civile qui est déterminante, et puis on le contrôle l'année suivante, oui. D'accord. Et puis maintenant, au niveau phytosanitaire, donc pour diminuer le risque des produits phytosanitaires, il y a deux solutions. Une solution, c'est diminuer la toxicité des produits qui sont utilisés, en choisissant des produits moins toxiques parmi les différents produits homologués. Et puis l'autre solution, c'est de diminuer l'exposition de ces produits aux cours d'eau. La première mesure, diminuer la toxicité. On a demandé à Agroscope de nous élaborer la liste des produits qui sont homologués, mais qui présentent le risque potentiel de pollution pour les cours d'eau les plus importants. Donc là, ça parle des eaux de surface et des eaux souterraines. Voilà, les eaux de surface et les eaux souterraines, on avait la liste des produits qui sont potentiellement les plus dangereux s'ils arrivent justement dans les eaux. Et puis on a dû tirer le trait où on était sûr qu'en réduisant l'utilisation de ces produits, on pouvait contribuer fortement à la réduction de 50% des risques. Et puis parmi ces produits, on a les pyréthroïdes comme insecticides et puis des herbicides racinaires. C'est pour ça que tant qu'il y a des alternatives aux pyréthroïdes, il s'agit d'utiliser justement les autres produits, puis souvent c'est Audience. Mais si pour une indication donnée, il n'y a pas d'alternative, c'est par exemple le cas dans les altises sur betterave ou bien dans le colza, avec autorisation spéciale, c'est possible de continuer d'utiliser les pyréthroïdes. Et puis l'autre cas qui a aussi été mentionné déjà, c'est la question de l'utilisation du nicosulfuron dans le maïs, par exemple. Le nicosulfuron est dans cette liste des produits à risque. Donc au niveau des prestations écologiques requises, ce n'est plus possible dès 2023 d'utiliser nicosulfuron. Et comme l'a expliqué André, on risque d'avoir un report sur une autre matière active, mais c'est le système qui veut ça. Parce que justement, nicosulfuron est un produit à risque potentiel élevé, et s'il existe une alternative, il faut favoriser l'alternative. Maintenant, j'en arrive à l'autre volet, donc réduire le risque et la dérive. Donc là, on parle d'application plutôt. Parce qu'en fait, ça vous concerne, mais en fait, ça ne dépend pas de vous. Donc, vous pouvez... C'est-à-dire qu'il y a une liste qui a été établie avec des produits qui sont retirés. D'ailleurs, il me semble que les indices, donc le risque de score que l'Agroscope a calculé est disponible. On peut trouver la liste des scores de risque par molécule. Oui, alors tout est disponible. Il y a même une feuille Excel qui a été développée, qui est disponible aussi, qui pourrait, pour chacun d'entre vous, permettre de calculer sa stratégie et de comparer différents produits entre eux. Donc, en fait, toutes ces informations sont disponibles aussi dans les fiches techniques Agridia. La fiche 1805 liste, en fait, le score de risque de tous les produits qui sont homologués dans les grandes cultures. Voilà, donc si c'est un intérêt pour vous de regarder les risques, le score de risque des molécules que vous utilisez, vous pouvez retrouver ces informations. Maintenant, on va venir aux mesures d'application, enfin les contraintes d'application au champ. Oui, tout à fait. Donc justement, comme je l'ai dit, pour réduire l'exposition d'un produit vis-à-vis des cours d'eau, il y a deux solutions, c'est de réduire la dérive et le ruissellement. Et au niveau de la dérive, lors de tous les traitements dans les prestations écologiques requises à partir de 2023, il faut atteindre un point dans le système qui est mis en place, dans le tableau qui est mis en place. Là, on se base sur un tableau qui est déjà connu, déjà utilisé pour réduire les distances de sécurité. Vous savez qu'il y a des produits phytosanitaires qui ont des distances de sécurité par rapport aux cours d'eau. Et puis pour réduire ces distances de sécurité qui peuvent être de 50 mètres ou même de 100 mètres et les ramener à 6 mètres, il existe des mesures dans un tableau et vous devez obtenir le nombre de points requis. Et puis ici, dans les prestations écologiques requises, on se base sur le même tableau et on exige pour tous les traitements un point de réduction en matière de dérive. Et puis ce point, une solution la plus pratique pour l'obtenir parmi la liste des mesures disponibles, c'est le bon choix d'une buse. Il s'agit de choisir une buse qui permet de réduire la dérive. Et puis, vous avez justement une fiche technique Agridea qui existe, qui est disponible sur le site Agridea, et puis qui vous mentionne quels sont le type de buses qui permettent d'obtenir le point qui est nécessaire.
Donc, si vous utilisez une buse à injection d'air, il faut travailler avec maximum 3 bars et vous obtenez 1 point. Et si vous choisissez d'autres buses qui ont une réduction de 75% parmi le catalogue disponible dans cette fiche technique, vous obtenez aussi le point requis. J'avais juste une petite question. La distance de sécurité, ça correspond à une zone tampon, c'est ça? Il faut préciser que le long des cours d'eau, vous avez de toute manière 6 mètres de bandes herbeuses qui sont exigées. 6 mètres où il n'y a pas de culture, où c'est une bande herbeuse. Donc là, en fait, on prend cette même mesure en partant du principe que on va un pas plus loin parce que on décide que on veut pas seulement s'y mettre le long des cours d'eau, on veut éviter la dérive sur les chemins et partout. Et donc, en fait, on prend cette mesure-là et on dit non, on veut pas du tout de dérive, ou bien pas du tout. 75% de réduction de dérive partout. Aussi à proximité des habitations, aussi à proximité des routes. Et donc, effectivement, traitement, on va résumer ça, traitement avec une buse injection d'air, maximum 3 bars. On ne définit pas le type de buse, dans le sens la grosseur, l'ouverture de la buse n'est pas définie. Donc, ça permet aussi d'utiliser des buses jaunes, par exemple, à maximum 3 bars pour avoir peut-être des gouttelettes relativement petites, aussi dans un traitement herbicide betterave ou là où on désire des plus petites gouttelettes. Et dans les autres cas de figure, ça permet d'utiliser des buses injection d'air de nouveau, mais peut-être de rouge, qui sont plus passe-partout par rapport à toutes les applications. Voilà. Maintenant, venons-en au ruissellement. Voilà, donc dans les prestations écologiques requises, désormais, il y a des mesures pour éviter le ruissellement. Le ruissellement donc de produits phytosanitaires dans les cours d'eau de surface. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème parce que nous avons déjà les 6 mètres de bande enherbée, comme ça a été dit, dans les prestations écologiques requises. Et puis, la nouveauté, c'est le ruissellement sur les routes avec évacuation d'eau, donc les routes où il y a des regards ou bien des grilles. Là, il s'agit désormais de prendre aussi des mesures pour autant que la parcelle ait une pente de plus que 2% qui coule vers la route avec les grilles et les regards. Et puis 2% de pente, ça veut dire que sur les 100 premiers mètres de terrain, de parcelle, vous avez plus que 2 mètres de dénivelé. Donc sur ces parcelles où il y a des terrains en pente de plus de 2% qui regardent sur une route, vous avez dans cette fiche technique ici aussi des mesures. Il existe différentes mesures et là on exige justement 1 point. Et puis ces mesures, c'est par exemple le non-labour. Si vous pratiquez le non-labour sur la parcelle, vous obtenez automatiquement le point en question. Sinon, vous devez mettre une bande enherbée de 6 mètres le long de la route pour obtenir le point. Ou bien il faut enherber les tournières, les cintres en tête et en tête de champ. Ou bien si vous pratiquez extenso dans les céréales ou le colza et que vous faites du traitement uniquement en bande, le long de la route, vous obtenez aussi le point en question. Donc il existe différents points, mais c'est clair que ce sont des points qui la majorité prennent de la surface productive à disposition. Il y a aussi une possibilité, c'est de mettre les éléments de promotion de la biodiversité le long des routes. Ces éléments peuvent aussi fonctionner en tant que bande tampon en quelque sorte, excepté pour l'instant la bande culturale extensive. Nous avons reçu des propositions pour élargir la liste des mesures possibles qui donnent 1 point. Nous discutons encore actuellement d'élargir cette liste. On vous informera s'il y avait d'autres mesures qui viendraient compléter celles qui sont pour l'instant mentionnées dans cette fiche technique Agridea. Oui, et là, on mettra un lien qui renvoie vers la fiche technique pour ceux qui écoutent l'épisode un peu plus tard. Oui, voilà. Il y avait d'autres... Je voulais juste encore dire, justement, donc une grande modification de l'ordonnance sur les paiements directs, c'est que la contribution à la sécurité de l'approvisionnement en zone de plaine, elle passe maintenant à 600 francs hectares à la place des 900 francs hectares. Donc il y a une baisse de 300 francs hectares. Cet argent, il reste dans le crédit pour les paiements directs. Par contre, si vous voulez récupérer et rattraper ces 300 francs hectares, il faut participer à ce qu'on appelle les contributions pour les systèmes de production. Et puis ça, ce sont les contributions extenso, non-recours aux herbicides ou bien de couverture du sol avec le non-labour. C'est en participant à ces mesures-là que vous pouvez
rattraper les 300 francs de baisse de la contribution à la surface. D'accord. Et avant de passer aux questions de l'audience, j'ai juste une dernière question. Ça, on parle en termes de timing, ce sera à appliquer quand et il y aura des contrôles quand? Oui, alors justement là, les contributions sont échelonnées. Si vous voulez profiter avec les cultures d'automne pour la contribution non herbicide, vous devez déjà renoncer aux herbicides depuis la récolte du précédent. C'est-à-dire depuis les récoltes qui vont bientôt démarrer avec les moissons, vous devez respecter les conditions pour pouvoir bénéficier des contributions sur les cultures d'automne qui sont les cultures principales de l'année 2023. Et puis pour le semis sans labour, les contributions pour la mise en place de semis sans labour, vous devez là aussi respecter les conditions depuis les moissons ou bien les récoltes de ces cultures de cet été. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait peut-être un dernier point que vous vouliez aborder avant de passer aux questions? Moi, j'aimerais quand même juste revenir sur ce que Laurent a présenté concernant le ruissellement. Bien préciser qu'il s'agit de prendre des mesures là où le chemin, où on circule en contrebas de la parcelle. Donc, il s'agit de prendre des mesures là où l'eau pourrait sortir de la parcelle sur le chemin. On exclut toutes les autres situations. Deuxièmement, il faut que ce chemin y ait des regards, donc un avaloir qui permet de récupérer l'eau. Tout ça n'est pas encore dans le détail, c'est des fois difficile. On a un poste où on en discute et on voit que les situations peuvent être diversifiées, mais ça nécessite quand même encore des précisions. Deuxièmement, les mesures qui permettent de réduire ce ruissellement, elles sont connues, mais d'autres sont en discussion. Donc, je dirais, pour moi, le premier point, c'est déjà d'identifier les parcelles qui sont concernées, qui ont réellement un écoulement qui part sur un chemin avec une récupération d'eau. Donc, ça, c'est le premier point, est de voir sur vos parcelles comment est-ce que j'arrive à éviter que cette eau sorte sur la route et sur le chemin. Donc, en prenant des mesures de création, de surélévation, d'avoir une bande herbeuse, peut-être une banquette un peu plus haute, ou ce genre de mesures. Donc, il n'y a pas forcément systématiquement besoin de mettre 6 mètres de bande herbeuse pour respecter cette exigence partout. Deuxième point, par rapport à ce que Laurent nous a dit tout à l'heure, attention, les SPB ne peuvent être mises que dans le sens de la longueur de la culture. Donc, elles doivent être semées dans le sens de la longueur. Ne sont pas possibles de mettre en place des SPB à l'heure actuelle quand on est dans une chantre et donc dans une tournière. Quand on tourne avec le tracteur dessus, on ne peut pas mettre en place d'une SPB. On mettra 3 mètres de bande herbeuse en liaison avec la tournière. Ça, c'est juste les 2 précisions que je voulais mettre. Simplement, il n'y a pas d'obligation légale tout de suite de mettre en œuvre. Les contrôles seront faits à partir de 2024, mais je pense que ce qui est important, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, anticiper et réfléchir comment j'arrive à limiter le report de l'eau de ruissellement sur les différents chemins qui sont liés à des regards. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Alors je vais passer aux questions, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais j'ai un micro et je vais essayer de le faire circuler tant bien que mal. Donc ceux qui ont des questions, je vous invite à me rejoindre. Je ne sais pas s'il y en a, il en faut bien une pour commencer. Ah, une première. Oui, alors voilà, moi j'ai des remarques déjà. Comme je suis un vieux puis que j'ai bientôt fini d'être responsable, de mettre en place pour les paiements directs, donc ça, on va laisser ça aux jeunes. Mais je remarque quand même une chose, c'est que normalement, au début, je crois qu'il y a plus de 25 ans, les paiements directs étaient des paiements compensatoires. Ils étaient faits uniquement pour compenser la baisse des prix du lait, du blé, etc. Aujourd'hui, on voit que ça a complètement changé. Donc, ça veut dire que maintenant, on s'en fiche un petit peu ça compense pas du tout ce qu'on les baisse. Puis maintenant, on a énormément de choses à mettre en place. C'est des contraintes. Donc ça n'a jamais été compensé par justement les politiques, puisqu'on voit que c'est les politiques qui décident. Donc ça, c'est déjà inadmissible. Là, on perd des dizaines de milliers de francs par exploitation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on voit que en Suisse, actuellement, donc on est encore en train de
protéger ou d'aller plus en avant dans l'écologie, donc ça c'est bien. Mais en revanche, on sait très bien que écologie et climat, c'est pas possible de faire les deux. Donc moi je constate que on est contre le climat et puis on est plus pour l'écologie. Alors peut-être qu'un jour ça changera ou ça évoluera. Puis la dernière chose, c'est juste aux dernières paroles qui a été dites, je trouve que c'est absolument scandaleux de pas nous laisser mettre ces nouveaux 3,5% là en travers au bout des champs alors qu'on doit lutter contre l'érosion. Je trouve que c'est vraiment une aberration, c'est scandaleux, c'est se ficher de nous parce qu'en fait, ça sera pas 3,5% sur l'ensemble de la Suisse, mais ça sera peut-être 4,2 suivant l'inclinaison de nos champs, parce qu'on en a tous qui sont plus que 2%. Donc là, de nouveau, on se fout de nous, quoi. Je m'excuse. Merci. Donc peut-être plus une remarque qu'une question, mais merci en tout cas du témoignage. Je ne sais pas si l'un de vous deux voudrait répondre. Peut-être juste concernant les paiements directs, actuellement l'idée c'est que on verse des paiements directs pour une prestation. Et puis concernant plus d'écologie, puis moins de mesures en faveur du climat, c'est sûr que l'année passée, le grand sujet, c'était la réduction des produits phytosanitaires. C'est pour ça qu'on a poussé dans le non-herbicide, tout en sachant que ça nécessite plus de passages et puis plus d'heures de tracteur, tout à fait. Ouais, justement, le passage des machines dans les éléments de promotion de biodiversité, c'est pas souhaité, parce que du point de vue biodiversité, il faut que la parcelle reste intacte, qu'il n'y ait pas de passage. Ouais, c'est la seule explication que j'ai. Mais c'est sûr que dans l'ordonnance sur les paiements directs, c'est précisé que les éléments peuvent être mis que dans le sens de la culture. Merci beaucoup pour cet échange. D'ailleurs, si on a plus de questions à vous poser, on peut vous retrouver au stand directement là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Ouais, une nouvelle question. Ouais, alors c'est juste par rapport à ces 3,5% qui vont venir dès 2023. Est-ce que c'est vraiment défini? Est-ce qu'on a vraiment tous les éléments? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire exactement? Mais est-ce que vous savez ce qu'on doit faire exactement? Et puis si ça vient encore se rajoute, donc c'est bien de la terre à soleil, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va se rajouter justement, comme il a dit mon collègue tout à l'heure, dans ces bandes, en bout de champ, si on a des champs encore plus de 2%, donc on va arriver à 5%, même plus. Parce que nous, on a des terres remaniées, donc on a des chemins en béton avec des regards à tous les bouts. Et puis maintenant, on va perdre, je pense, 6 ou 7%, le double. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, si ça se cumule les deux, puis comment ça va, puis quelles sont les contraintes. Alors, on continue d'exiger 7% de la SAU, ça reste comme jusqu'à ce jour. Et puis pour les exploitations de plaine, parmi les 7%, il faut qu'il y ait 3,5% qui soient mis sous forme d'éléments de promotion de biodiversité qui sont propres aux zones de culture. Donc ces 3,5% doivent être occupés par des jachères tournantes ou florales, les ourlets ou bien les bandes culturales extensives. Il existe aussi un nouvel élément qui s'appelle les bandes pour auxiliaires. Donc vous devez, parmi ces 5 éléments, occuper 3,5% de vos terres assolées. Donc terre ouverte plus les prairies artificielles. Et puis maintenant, parmi les mesures de lutte contre la dérive, une solution, c'est de mettre des bandes enherbées. Mais ces bandes enherbées, vous pouvez les exploiter. C'est au niveau de l'annonce pour les paiements directs, vous les annoncez comme prairies permanentes ou prairies temporaires. Ou bien vous pouvez utiliser ces bandes sous forme d'éléments de promotion de biodiversité. Donc on n'exige pas plus que les 3,5% en lien avec cette réduction de dérive ou de ruissellement. J'espère que ça a été suffisamment clair. Ah ouais. Non, alors les prairies extensives qualité 2 ne sont pas prises en compte dans les 3,5%. Ouais, non, elles ne sont pas prises en compte dans les 3,5%. Non. Par contre, il y a encore un élément... Je comprends la réaction, mais c'est vrai que les prairies temporaires font partie de la terre assolée, pas des terres ouvertes. Et là, l'exigence, c'est d'avoir des éléments sur la terre ouverte. Donc, par définition, non. Par contre, il y a aussi encore un nouvel élément qui existe, ce sont les céréales à large rang. Et puis, vous pouvez comptabiliser la moitié de vos 3,5% par ces céréales à large rang. Voilà, merci beaucoup pour cet échange. Une dernière question, et après je pense que malheureusement on va devoir passer à un autre atelier.
Alors, j'ai une question par rapport à ces 3,5%. Actuellement, on demande 7% de compensation écologique. Personnellement, j'en ai 17%. Donc, j'ai des talus, mais j'ai pas voulu morceler mes parcelles. J'ai gardé un bout de plat. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du contrat? Je vais rouvrir une partie de ces 17% pour compenser les 3,5% que j'ai perdus. Donc, pour moi, c'est contre-productif. On a encouragé les gens pour les points IP, avec ces compensations écologiques. Eh bien, aujourd'hui, on va prendre là-dessus pour prendre nos 3,5% sur les terres à soleil ouvertes. Ce que j'aimerais préciser, c'est que on a des manquements au niveau de la biodiversité dans les zones de grande culture. Et puis, ce sont les éléments comme les jachères, les ourlets, ou bien justement ces différents types qui sont propres aux zones de culture qui manquent. Donc là, on vous force un peu la main, ça c'est clair, on en est conscient. On vous force la main à mettre en place des éléments tels que les jachères, parce que des prairies extensives ou peu intensives, si je me permets, il y en a presque assez. Ce sont les autres éléments qui nous manquent. C'est pour la biodiversité propre aux zones de plaine qui manque des éléments. C'est pour ça qu'on a introduit ces 3,5%. Oui, en tout cas, merci pour ces échanges. Malheureusement, on n'a plus trop le temps d'autres questions. Mais sachez que vous pouvez retrouver nos deux intervenants sur le stand prévu à cet effet. Et juste pour vous dire aussi qu'à une autre conférence à 13h30 qui sera un peu plus agronomique sur l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique de conservation. Donc si vous êtes intéressés, je vous invite à venir nombreux. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Bonne suite de journée. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. On espère également que la proposition de diffuser en différé des épisodes enregistrés en live vous plaît également. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui sera du coup sur la deuxième conférence de la journée qui portait sur l'agriculture biologique de conservation versus l'agriculture de conservation. Il y en a assez, avec deux agriculteurs pionniers de ces pratiques. Alors à la semaine prochaine, salut!